Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Tom Conan et Isabelle Marchandier. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon garde-toi. Mange ta soupe, allez. Ah, ça fait du bien d'écouter du Jacques Dutronc. Deux candidats, alors on dit pas les noms, vous savez pour quelle raison, ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne donneraient pas de consigne de vote pour le second tour, tandis qu'un troisième a dit qu'il allait en donner. Bref, le sujet ne fait pas l'unanimité et il ne date pas d'aujourd'hui. En 1965, lors de la première présidentielle au suffrage universel, lorsque Jean-Louis Tixier-Vignancourt avait appelé à voter pour François Mitterrand plutôt que pour le général de Gaulle et que les gaullistes avaient reproché à Mitterrand de ne pas refuser les voix du candidat d'extrême droite, Mitterrand leur avait répondu « Les voix n'ont pas d'odeur ». Le sujet va donc encore probablement faire beaucoup jaser cette année, d'où notre grand débat. Suivez-vous les consignes de vote des candidats et vous êtes désormais 90% à dire non sur Twitter. Avec nous, quelqu'un qu'on connaît bien sur Sud Radio, Frédéric Sinclair, politologue, auteur de La refondation de la droite, publié chez Salvatore. Frédéric Sinclair, bonsoir. Bonsoir. Je vais déjà poser une question à vous-même et aux trois vraies voix. Est-ce que depuis que vous avez une carte d'électeur, vous avez toujours suivi les consignes de vote de votre candidat, Frédéric Sinclair? Écoutez, je ne suis pas sûr d'être représentatif de la population. Je ne suis pas le citoyen modèle, pour être tout à fait honnête. Je ne suis même pas sûr d'avoir suivi les consignes de mon candidat, comme vous l'appelez, en allant voter. D'accord. Donc, il me semble que l'abstention est une arme féroce et je n'ai pas hésité à l'utiliser comme bon nombre de mes compatriotes. Donc, la question que je poserai, moi, c'est est-ce que les consignes de vote ont une influence? Et si on peut répondre à non à la première question, à la deuxième, il me semble qu'il faut répondre oui, parce que si les consignes de vote n'avaient aucune influence, eh bien le fameux front républicain anti-extrême droite n'aurait jamais fonctionné. S'il a fonctionné parce que c'est une création médiatique et politique de toutes pièces d'un petit groupe de candidats centristes élitistes qui ont dit « ceux-là, c'est les non fréquentables et donc il ne faut pas voter pour eux », eh bien, c'est parce que cette consigne de vote a été entendue d'une majorité d'électeurs qu'on en est là aujourd'hui à frotter durement. Alors, deux candidats qui sont classés dans la droite extrême ou radicale, qui frottent sur cette ligne, sur cette fameuse ligne sanitaire, ligne rouge, pour l'effacer petit à petit. Et on est en train d'y arriver, vous l'avez dit vous-même, des candidats qui ont discriminé l'extrême droite pendant la campagne, aujourd'hui disent non, je ne donnerai pas de consigne de vote, c'est-à-dire globalement Macron-Marine Le Pen ou Macron-Mélenchon, quel que soit le second tour. Pour moi, je m'en lave les mains. Donc il y a derrière une arrière-pensée politique, on pourra peut-être en parler, mais sur l'influence, bien évidemment que l'influence est là. Philippe Bilger, tiens, je vous pose la question à vous aussi, Philippe. Vous avez toujours suivi les consignes des candidats. D'ailleurs, vous êtes la seule vraie voix qui pouvait voter en 1965. Non, j'ai toujours suivi mes propres consignes. Ça m'étonne pas de vous. Et je regrette quel courage à Frédéric, que je croyais clairvoyant, d'avouer qu'il s'est abstenu très souvent et donc il n'a pas rempli ses devoirs démocratiques, ce qui le rend d'ailleurs très pertinent lorsqu'il nous donne des conseils en démocratie. Ça m'amuse beaucoup. Mais je plaisante, Frédéric, bien sûr. Vous êtes non. En ce qui me concerne, Philippe, j'ai toujours trouvé très désagréable, pour ne pas dire plus, ce front républicain qui altérait profondément la pureté démocratique. C'est-à-dire qui, au lieu de permettre à chacun de voter selon son humeur et son tempérament, eh bien, les partis prétendaient dicter leurs lois, et cela se rapporte à une période où on pouvait encore enjoindre à des citoyens de voter selon les critères d'une structure qui prétendait imposer ses dictates. Aujourd'hui, ça n'est plus concevable et deux candidats, comme vous l'avez rappelé, en ont tiré les conséquences si un troisième, lui, continue le schéma classique. J'ajoute que ce serait d'autant plus absurde que je trouve que cette élection, cette campagne, en tout cas, et Frédéric, je serais curieux, c'est ma question, a démontré qu'en réalité, il y avait de plus en plus de porosité entre les projets et les programmes, et donc une consigne venant d'en haut de la part des partis aurait encore moins de légitimité. Donc il faut laisser le citoyen décider tout seul.
seul, il fera ce qu'il veut et il ira où la vérité l'attirera. Voilà. Frédéric Sinclair. Oui, pour répondre à Philippe, sur le premier point et mon rapport à la démocratie, je suis un aristocrate, donc je me moque éperdument de la démocratie et de ses rouages. Sur la deuxième question, qui est extrêmement pertinente, oui, je suis d'accord avec vous, il y a aujourd'hui un flou très très fort qui nous pose problème pour arriver à savoir qui est de gauche, qui est de droite, qui est fréquentable et qui ne l'est pas. Donc ça complique les choses et la porosité, comme vous l'avez bien nommé, rajoute un problème supplémentaire. Mais j'aurais tendance à dire que c'est justement la crise de la démocratie qu'on vit en ce moment, de la démocratie représentative, c'est-à-dire la crise qui sépare l'élite du peuple, qui rend ces consignes de vote inopérantes, parce que ces élites qu'on a du mal à élire, et d'ailleurs, si jamais cette élection présidentielle se passait mal et il y aurait vraiment moyen qu'elle se passe mal, eh bien, on le verrait aux prochaines élections législatives où l'abstention serait massive parce qu'à ce moment-là, les Français disent si c'est ça votre mascarade démocratique, moi, je ne prends pas 5 minutes pour aller voter, je vais me promener à la plage, au lac, peu importe où, et je ne remplis plus mon devoir citoyen. Donc, il y a un tel manque de confiance aujourd'hui du peuple dans les élites qu'à mon avis, c'est pour ça que les élites l'ont pris en compte et se disent bon bah plutôt que de me disqualifier à l'avance, je préfère laisser le peuple faire et montrer que je le respecte. Isabelle Marchandier. Oui, alors moi, me concernant, mon vote, je reprends un slogan libertaire, mais mon vote m'appartient. Donc je suis voilà, donc C'était mon corps m'appartient voilà, à l'époque. Mais donc mon vote m'appartient. Je me considère comme une citoyenne autonome et responsable, et je suis contre cette infantilisation qu'il faudrait absolument suivre la ligne du parti. Enfin, voilà. Mais moi, je voudrais revenir juste sur l'identité, sans les nommer évidemment, des candidats qui disent qu'ils ne donneront pas de consigne de vote. Pour celle qui est versaillaise, le carré blond. Non mais bon. Oui, mais maintenant on parle voilà, par voilà. métaphore. Hein. Donc il faut que les auditeurs comprennent. C'était quand même Madame 20h02 qui allait appeler à voter pour le président sortant. Force est de constater qu'elle est sur la stratégie du patron des LR, Sarkozy, qui avait initié la stratégie du Nini aux législatives en 2015 dans le Doubs, où c'était le PS face au FN. C'était là où Sarko avait dit c'est ni le Front républicain ni le FN. La dame au carré blond, la Versaillaise, reprend cette stratégie-là, sachant pertinemment que Sarkozy ne l'a pas du tout soutenue pendant cette campagne. Donc elle est fidèle quand même à la ligne de son patron, qui n'est plus patron de son mentor. Voilà, de son mentor. Merci. Elle reste un peu droite dans ses bottes, et c'est une manière pour elle de préserver, à mon avis, son camp, les Républicains, pour les législatives, pour dire que les Républicains ne sont pas macronistes. Et c'est aussi, elle a aussi peut-être en tête que le front sanitaire, enfin le cordon sanitaire, c'est complètement érodé. Que la France de 2002, que la France de 2022 n'est plus la France de 2002. Que les gens, enfin c'est un fantasme absolu de croire toujours à ce que le cordon sanitaire fonctionne. Ça ne fonctionne plus. Et surtout, Isabelle, elle contredit les pronostics de celui qui prétend reconquérir. Bien sûr, et c'est lui qui se targuait de dire que Madame, il a répété je ne sais pas combien de fois, la Versaillaise, ça sera Madame 20h02 qui appellera à voter pour le président sortant. Eh bien non, elle a démenti, elle vient de démentir ça. Donc je trouve que c'est bien joué de la part de la dame Versaillaise. Frédéric Sinclair. C'est chaud. Oui, c'est un coup de com' en réalité, parce que on sait très bien que cette proximité existe. On sait très bien que LR aujourd'hui est un parti de centre droit et que la frange, j'allais dire, de la droite forte a aujourd'hui assez peu d'influence, et que ce ne sera pas elle, en tout cas, qui va peser si demain, aux législatives, il y avait une majorité très faible, voire pas de majorité du tout chez LREM, et qu'on ait en revanche, à cause de l'abstention et de la même mécanique qui a joué au régional, un corpus relativement solide chez LR qui pourrait permettre au nouveau président élu ou réélu d'avoir une majorité. Donc vous imaginez bien que
LR ne va pas se couper de sa base de députés potentiels, de sénateurs potentiels qui sont là et qui ont bien envie d'y rester. Donc, ce qui veut dire que ce que fait aujourd'hui VP, je vais l'appeler par ses initiales puisqu'on n'a pas le droit de prononcer son nom, eh bien, c'est qu'elle dit, bon ben voilà, je vais faire mentir EZ parce que comme ça, je risque de lui passer devant. Parce que imaginez qu'on ait EM en premier, MLP en deuxième, JLM en troisième, et qu'on ait EZ en quatrième et seulement VP en cinquième, à ce moment-là, ça deviendrait terrible pour LR qui pourrait imploser avant les législatives. Donc il faut absolument qu'elle rattrape le coup. TC veut dire quelque chose, alias Tom Conan. Non, mais je voudrais revenir une seconde sur la crise des élites, parce que je pense que les gens n'y comprennent plus rien avec toutes ces initiales. Enfin, on peut s'y repencher, mais il faut réécouter le podcast. Ça devient très compliqué. Mais non, sur la crise des élites, moi je pense que c'est un peu simple. J'entends ça depuis des années, depuis toujours quasiment. Il y a une crise des élites, et donc effectivement, il y a ensuite des montées des extrêmes, les gens se désintéressent de la politique. C'est un peu le fil rouge qu'on a finalement depuis le début de l'émission, et donc qui expliquerait le mécontentement, l'abstention aussi, on en a parlé tout à l'heure dans le débat précédent. Moi, ce que je pense, c'est pas exactement ça. Moi, je vois une version plus positive, parce que finalement, tout ça est assez sombre, en fait, quand on vous écoute depuis tout à l'heure. Moi, je vois quelque chose de très positif, c'est qu'il y a une maturité démocratique qui s'est instaurée progressivement. En fait, depuis maintenant des années, les réseaux sociaux, Internet en général, a fait que la circulation de l'information a été prodigieusement augmentée. Alors, parfois pour le pire, hein, effectivement, mais également pour le meilleur. Les gens, aujourd'hui, s'informent. Effectivement, ne suivent plus de consignes de vote, mais aussi parce qu'ils ont leur propre source d'information. Et effectivement, avant, quand il y avait seulement quelques chaînes de télévision, quelques radios, c'était un peu limité. Aujourd'hui, il y a des chaînes YouTube, il y a Twitter, il y a des sites Internet, il y a des revues en ligne, il y a abondance, et donc il y a cette grande maturité, et donc il y a une grande exigence. C'est pas seulement une porosité, il me semble pas, c'est une maturité démocratique. Et donc il faut pas seulement se dire, voilà, les gens s'intéressent pas, sont largués, etc. Non, ils savent très bien ce qu'ils font. Moi, j'ai l'impression que même à un âge très jeune, il y a des gens de 15, 16 ans, 17 ans qui ont des discours très articulés sur ce qui se passe dans le monde, etc. Ils vont pas forcément le formaliser de manière savante, mais je veux dire, ils savent parfaitement ce qui se passe. Et je pense même peut-être encore davantage qu'auparavant, parce qu'encore une fois, il y a maintenant cet accès à l'information. Et donc voilà, je pense que c'est aussi une bonne nouvelle. C'est pas uniquement négatif. Est-ce que vous pourriez réagir en 30 secondes, mon cher Frédéric Sinclair, parce qu'on doit faire une courte pause? Oui, je ne comprends pas bien le rapport entre la consigne de vote et la maturité de l'électorat. À partir du moment où il y a simplement cohérence ou concurrence des idées, si le candidat qu'on soutient, je vais vous dire une chose, l'électorat d'Éric Zemmour est tellement fidèle à ce que fait son candidat, parce que c'est un électorat... Non, vous avez cité Éric Zemmour, donc je vais citer tous les candidats. Jean Lassalle, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud. Et son électorat est tellement attaché à lui que je pense que les consignes de vote pourraient fonctionner dans son cas. Non mais encore une fois, non mais qui dit maturité dit décision personnelle en libre conscience. C'est ça que je veux dire. Les vraies voix, 18h44, notre grand débat. Suivez-vous les consignes de vote des candidats. Vous êtes désormais 90,2% à dire non. On se retrouve tout de suite. On ira au 0826 300 300. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Tom Conan, Isabelle Marchandier. On part au 0826 300 300 direction Chilly-Mazarin dans l'Essonne. Bonsoir Jovan. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Donc je souhaitais simplement moi intervenir pour exprimer une voix, la voix de l'abstentionniste qui s'est découvert un peu une fibre pour la politique. Donc jusqu'à présent j'ai jamais voté. Je m'intéressais nullement à la politique, mais quand j'ai vu la tournure que prenaient un peu les événements, j'avais envie de m'intéresser un peu et de faire mon devoir, en fait, celui qui passe avant mes droits, voter. Et voter en mon âme et conscience sans nullement prendre avis auprès des politiciens qui donnent des consignes en ce moment. Oui, qui les donneront après le premier tour, on va dire ça comme ça. J'ai déjà entendu des consignes tomber pour certains, donc... Oui. Mais, voilà, on a notre avis aussi, on n'est pas complètement stupide, on sait réfléchir, comme vous avez dit précédemment, on a tous on a tous développé des moyens de communication, notamment Twitter, que je trouve que c'est un vecteur assez fort pour émettre des idées. Et donc, vous, qu'on vous dise faites ci, comme disait la chanson de Dutronc, fais ci, fais ça, ou fais pas ci, fais pas ça, vous vous en fichez royalement, Jovan? On s'en fout royalement. En fait, je pense qu'au fond de nous, on a des convictions, il y a des choses qui nous touchent dans la société. Et quand on veut mettre un peu plus d'humain
on se tourne naturellement vers certains candidats, donc je tairai le nom. Ah oui, parce que là, on peut pas en parler. Merci beaucoup, Jovan de Chilly-Mazarin. Philippe Bilger voulait réagir, je crois. Oui, je vous Vous êtes d'accord avec Jovan? Lui, il fait ce qu'il veut, comme tout le monde, finalement. Oui, absolument, mais en écoutant les débats, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait un argument beaucoup plus positif en faveur d'une certaine manière de l'individualisme et de la liberté du citoyen aujourd'hui par rapport au Front républicain d'hier. Le Front républicain concernait peu ou prou toujours l'extrême droite. Et donc, le Front républicain offrait à l'électeur une indignation morale, en définitive confortable, une sorte d'opprobre éthique qui n'avait pas à être démontré, alors que le passage du Front républicain à la liberté d'aujourd'hui va obliger les contempteurs de certaines tendances politiques à avoir véritablement une analyse politique pour démontrer pourquoi cette force est nuisible pour la démocratie ou utile à la République. Je trouve finalement très bienfaisante ce passage de la stigmatisation morale confortable à l'analyse politique. Frédéric Sinclair. Oui, je repensais à l'histoire de nos républiques depuis la première jusqu'à aujourd'hui, et les moments où on a demandé au peuple de se prononcer. Et je me disais qu'en réalité, ce cordon sanitaire est vraiment une invention artificielle du moment. On ne se posait pas la question. Les positions étaient assumées à l'époque où il y avait des royalistes légitimistes, à l'époque où il y avait des républicains. Personne n'était en dehors du cercle de la respectabilité, c'est-à-dire qu'il y avait des échanges extrêmement violents entre partisans. Il y avait beaucoup moins de candidats parce qu'en réalité, les idées étaient structurées de manière beaucoup plus verticale en fonction d'une histoire, d'une civilisation et d'un courant politique, j'allais dire parfois même millénaire. Mais il y a une dérive de notre démocratie aujourd'hui. Ce que tout à l'heure mon désaccord portait là-dessus, je ne pense pas que les personnes il y a un siècle, il y a 2 siècles, voire même il y a 15 siècles ou 25 siècles étaient moins lucides politiquement qu'ils le sont aujourd'hui. Platon disait que les Athéniens ne se soucient jamais d'autre chose que du prix de la sardine. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on parle de pouvoir d'achat, c'est un peu du prix de la sardine aussi qu'on se soucie. Ouais. Donc j'allais dire, les intérêts des uns et des autres n'ont pas varié. Qu'est-ce qui a réellement profondément changé? C'est qu'on se laisse parfois manipuler par l'excès d'informations. Je ne suis pas toujours certain qu'on y voit très très clair. Je ne suis pas certain que cette profusion de moyens de communication soit bénéfique pour la population. J'ai l'impression qu'on est peut-être en ce moment dans une phase de clarification, et c'est peut-être ça la bonne nouvelle de cette élection, c'est-à-dire que n'est pas dangereux pour le peuple et pour la France qui on croyait. Un mot de la fin de 30 secondes. Oui, c'est vrai que la profusion d'informations peut créer de la confusion, c'est tout à fait juste, je suis d'accord, et déstructurer potentiellement des manières d'appréhender certains problèmes, et éventuellement d'orienter donc le vote d'une mauvaise manière. Néanmoins, je pense aussi quand même que l'ensemble des réseaux sociaux, d'internet, de ce qu'ont permis effectivement comme moyen d'expression ces nouveaux modes de communication, c'est aussi un développement, un approfondissement prodigieux de la dynamique démocratique elle-même. Ça a été les blogs, après ça a été les réseaux sociaux, aujourd'hui les gens montent leur propre mouvement et il me semble que c'est très bon pour la vitalité de la démocratie. Merci beaucoup Frédéric Sinclair. Je rappelle que vous êtes politologue, auteur de la refondation de la droite, publié chez Salvatore. Verdict sur Twitter. Suivez-vous les consignes de vote des candidats, vous êtes désormais 90,4% à dire non.